Bonjour et bienvenue dans le ZCL News. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs invités, dont Anaïs Top, qui est déjà avec nous, directrice adjointe de la promotion et du développement touristique à Cap Excellence. Bonjour Anaïs. Tout à fait, bonjour Iman. On va revenir donc avec elle sur une nouvelle information concernant la collecte de la taxe de séjour intercommunale et de l'Office de tourisme de Cap Excellence. On parlera avec Satyam Sinan, notre envoyé spécial du ZCL, du département en action à Marie-Galante. Ce sera par téléphone. Ensuite, on recevra Nestor Bajo et Éric Chenoux. Ils seront là pour nous parler d'un sujet d'actualité autour de l'avenir de la protection sociale et de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on recevra William Anglo et Salomé Beaujean. Ils parleront, donc ce sont des élèves de terminale, qui parleront du concert réalisé pour une récolte de fonds. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, nous parlerons de ces coupures d'eau et de la conférence du préfet à ce sujet. On reviendra sur les perturbations qui touchent beaucoup de foyers en Guadeloupe. Il sera aussi question de la renaissance du cinéma Renaissance, donc un cinéma historique et donc des travaux et de l'évolution justement de ce projet. On parlera aussi d'agriculture avec le lancement des premiers espaces tests agricoles, une façon de se lancer dans cette activité accompagnée. On reviendra sur ce sujet, c'est sur Vieux Habitants, et on terminera par la régate Zion, donc avec un appel aux dons qui est proposé donc pour soutenir cette régate qui aura lieu courant du mois de mars 2025. Voilà pour l'actualité. On va démarrer tout de suite avec Satyam qui est en direct par téléphone. Donc il est là pour nous parler du déplacement sur Marie-Galante avec le conseil départemental qui est en visite officielle pour, sous le signe de la proximité du développement territorial concernant un événement qui s'appelle la Coupe Papillon, donc un dispositif qui permet de rapprocher les services publics des citoyens et de répondre concrètement aux préoccupations. Est-ce qu'on a Satyam au téléphone? Satyam? Oui, oui. Oui, alors, donc, comment se passe justement ce déplacement? Quelles ont été les premières actions avec le conseil départemental? Eh bien, là, nous sommes encore au début de la journée. Donc, pour l'instant, nous sommes au troisième lieu, Mhm. c'est-à-dire le futur collège qui regroupera les trois collèges de Marie-Galante, donc à côté de la Maroponche. Mhm. Donc, pour l'instant, c'est un projet, c'est l'inauguration officielle du projet, sachant que plus tôt dans la matinée, nous avons pu assister à l'inauguration du nouvel aérodrome de Marie-Galante. Et aussi une visite d'une association qui est accompagnée par le département pour pouvoir proposer des activités aux enfants et aux familles de Marie-Galante. Voilà pour ce matin. D'accord, donc c'est un déplacement qui s'est fait avec plusieurs élus. Je crois que M. Losbar a fait un speech. Il a parlé de quoi pendant sa première déclaration? Pouvez-vous répéter parce que je vous entends très 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 faiblement. mal. Alors non, je Ouais. disais qu'il y a des élus qui se sont déplacés donc ce matin et M. Losbar a fait une déclaration. De quoi a-t-il parlé? Eh bien, il a fait plusieurs déclarations à chaque lieu visité. Mhm. Donc, bien sûr, en rapport avec le lieu visité. D'accord. Donc, Et cet après-midi, qu'est-ce qui est prévu au programme? alors, cet après-midi, c'est la visite du village, justement, à Papillon. Normalement, si tout se passe bien. Mhm. Et voilà, donc, ce qui est prévu pour l'instant, Ok. si tout se passe bien. Et de toute façon, on rendra des comptes. Donc c'est jusqu'à demain aussi, il y a d'autres choses prévues avec, je vois, Oui, centre c'est ça. d'incendie, Exactement. voilà, les secours, la pose de la première pierre justement sur Grandbourg. C'est donc un programme qui est riche, justement pour Oui, c'est ça. aller vers une démarche de rapprochement des îles du Sud et se mettre au cœur des priorités des C'est ça, Marie-Galantins. exactement. Ok. On voit que, donc, par ces actions, que le département accompagne et voilà, n'oublie pas nos îles comme Marie-Galante.
Donc là, on voit des choses concrètes qui se font et c'est très bien pour le développement de Marie-Galante notamment. Comment les Marie-Galantais réagissent-ils face à l'installation de ce village départemental? Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore allés au village. Donc, voilà, ça sera cet après-midi. Mais pour l'instant, pour les structures qui ont été présentées, hein, notamment le plus important qui a été très, très, très bien reçu, c'est la réhabilitation de l'aérodrome. Donc, je crois que tout le monde est content qu'on puisse enfin se rendre à Marie-Galante par la voie aérienne, qui va compléter la voie maritime. Et aérodrome qui était déjà fonctionnel par le passé. Donc, c'est une bonne chose de le voir à nouveau fonctionnel. Et voilà, on espère qu'il sera rentabilisé et qu'on pourra l'utiliser à bon escient. En tout cas, que ça rapproche, que ça isole un peu moins les îles du sud de la Guadeloupe. Exactement. Très bien. Bonne poursuite et continuation sur cet après-midi et demain aussi sur les différents visites et échanges qui sont prévus. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner avec cette conférence concernant les coupures d'eau intempestives. On va dire que 112 000 personnes sont privées d'eau potable. Et face à cette situation d'urgence, le préfet a tenu à faire une conférence pour condamner des actes justement répréhensibles de sabotage ciblés sur le réseau déjà en difficulté. On voit un reportage d'Olivier Félix. Depuis la nuit dernière, on a effectivement, comme vous l'avez dit, subi un certain nombre d'opérations de sabotage, de vol, de vidange volontaire sur les usines de production du SMGAG. La conséquence immédiate, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a 112 000 de nos concitoyens en Guadeloupe qui sont privés d'eau. Voilà, c'est 56 000 abonnés, c'est 11 communes qui se retrouvent aujourd'hui totalement privées d'eau par des actions de malveillance, des actions de sabotage. Encore une fois, je les condamne, c'est une évidence. On est juste effectivement dans l'incompréhension, on est tous furieux et c'est injustifiable, ce type de comportement est injustifiable. C'est des conséquences qui sont très graves. Il faut qu'on en ait tous conscience les uns et les autres. Vous savez que sur le centre de dialyse de Capesterre, on a dû reporter les dialyses, qu'il n'y a plus d'eau, on risque de manquer d'eau dans les centres hospitaliers, au CHU en tête, etc. Voilà, donc je ne comprends pas qu'on mette en danger, et je pèse mes mots, qu'on mette en danger la vie de nos concitoyens pour une discussion qui n'a pas abouti sur une affaire de mutuelle. Voilà, c'est totalement disproportionné et c'est totalement inexcusable. Depuis ce matin, le centre opérationnel départemental est activé. On travaille au rétablissement de la situation. Donc, il y a des usines qui sont encore à l'arrêt. On fait le maximum pour rétablir la situation. On vient de le faire sur le sud de la Grande Terre, sur la Carle, puisque vous savez qu'on avait volé le matériel sur le captage de l'Espérance qui a privé d'eau toute la matinée l'ensemble des communes de Saint-François, de Sainte-Anne, de la Désirade. La réparation a été faite, le retour à la normale est en cours. Voilà, donc ça c'est une première bonne nouvelle. Et puis sur les autres communes, on travaille donc sur les usines de Moustique, sur les usines de Vernoux, on rétablit la situation. Évidemment, c'est une situation qui doit perdurer. Si on rétablit la situation, c'est pas pour que ce soit dégradé dans les heures qui viennent. Donc on va être extrêmement vigilant avec l'ensemble des forces de l'ordre à ce que la situation se maintienne. Évidemment, j'userai chaque fois que c'est nécessaire de mon pouvoir de réquisition pour faire en sorte que les usines de production et la distribution de l'eau potable se fassent normalement. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, à l'heure où je vous parle, on reste dans une situation qui est une situation critique et on fait le maximum avec la direction du syndicat, avec les équipes non grévistes du syndicat, encore une fois que je remercie, avec les forces de l'ordre qui sont évidemment extrêmement présentes et voilà, je n'hésiterai pas effectivement dans cette affaire, compte tenu des enjeux et des risques pour la population, à utiliser de mes prérogatives en matière d'ordre public. Ce FIDER, techniquement, il fonctionne à 7-8 bars. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de pression dans le FIDER pour alimenter les communes qui se branchent sur ce gros tuyau d'eau. Donc la priorité des priorités, c'est de réparer le plus vite possible le FIDER, de trouver l'origine effectivement de cette baisse de pression, qui est une origine évidemment malveillante, et de rétablir le plus vite possible la circulation pour que la vie normale puisse reprendre le plus vite possible.
Oui, donc une vie normale, s'il vous plaît. Merci. On en parle. Alors, on va recevoir donc Anaïs Top, qui est directrice adjointe promotion développement touristique à Cap Excellence. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ravie de te recevoir sur le plateau. Alors, on va parler de cette office du tourisme de Cap Excellence. Situer un peu le contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer les missions de cet office et son origine? Oui, tout à fait. Donc, merci de nous recevoir pour pouvoir parler de notre manifestation de la semaine prochaine. Donc, pour poser le contexte, l'Office du tourisme intercommunal du territoire de Cap Excellence, qui s'appelle Cap Cœur Guadeloupe, est un tout nouvel office du tourisme intercommunal donc sur ce territoire. C'est vrai que quand on pense à la destination Guadeloupe, on pense beaucoup au tourisme balnéaire, etc. Mais on a la chance en Guadeloupe d'avoir un territoire pluriel. Et le territoire de Cap Excellence l'est tout autant. Et puis, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même la première porte d'entrée de ce territoire Guadeloupe. Le port, l'aéroport sont chez nous. Donc, nos élus ont jugé opportun de créer cet office du tourisme intercommunal. Donc, il existe depuis une petite année. Nous, on est toujours en construction de cet office du tourisme, mais ça ne nous empêche pas de commencer à mettre en œuvre des actions sur le territoire. Donc, on a commencé depuis l'année dernière à faire des opérations pendant les grandes vacances pour vraiment donner la visibilité aux acteurs de ce territoire, les activités qu'on pouvait y faire. Là, on est en plein carnaval. C'est vrai qu'on profite aussi de cette période pour valoriser le territoire et inciter les personnes à venir nous rendre visite pendant nos périodes carnavalesques. Mais dans cette construction finalement de stratégie et pour attirer les personnes sur le territoire, on s'est dit qu'il fallait le faire avec les acteurs et aussi, du coup, avec les hébergeurs. D'accord. Donc l'Office du tourisme, juste pour resituer, on va être plus sur du tourisme urbain et culturel, c'est ça? Alors non, pas que de l'urbain et du culturel. Déjà, le territoire de Cap Excellence, c'est vrai que quand on y pense comme ça, Pointe-à-Pitre, Abim, Bémao, on pense à l'urbain, mais on a on a énormément d'espaces naturels. Donc sur ce territoire, on peut avoir du tourisme culturel. On a quand même des musées comme le MACT. On va avoir du tourisme naturel. Je viens de l'évoquer. On a des espaces tels que les Grands Fonds, qui sont vraiment des spots de biodiversité qu'on trouve nulle part ailleurs. On a quand même aussi, on parlait de tourisme balnéaire, donc nous n'avons pas de grandes plages comme sur d'autres communes, mais on a quand même 60 km de littoral, des îlets qui sont très intéressants à aller visiter aussi, des infrastructures sportives. Bref, sur ce territoire, on a quand même beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. On a d'ailleurs, nous, au niveau de l'Office du tourisme, créé des circuits touristiques mémoriels, donc qui sont accessibles sur la page de l'Office du tourisme qui existe déjà, qui s'appelle capcoeurguadeloupe.fr. Donc, c'est des circuits qui nous permettent de découvrir ce territoire autrement, de façon totalement autonome, découvrir des espaces, qu'on soit finalement touriste d'ailleurs ou juste guadeloupéen. On peut déjà avoir accès à ce contenu. Et l'idée, c'est qu'on puisse finalement avoir des financements pour développer encore plus ce territoire, développer encore plus l'attractivité de ces lieux. Et ça, c'est des actions qu'on veut mener avec les acteurs du territoire. D'accord, donc structurer et développer l'offre touristique avec différents collaborations, on va dire, sur les acteurs locaux. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une conférence qui aura lieu, une journée d'information qui aura lieu. Est-ce qu'on peut avoir justement le contexte de cette taxe de séjour et des meubles du tourisme, en fait? Donc, ça va être l'information ciblée sur cet item particulier. Pourquoi parler de ça en premier? Alors c'est pas forcément en premier, parce que comme je dis, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a commencé à mener des actions, mais pourquoi parler de ça aujourd'hui? Alors déjà, c'est vrai que les plateformes finalement sur lesquelles les propriétaires de meublés de tourisme qu'ils peuvent utiliser pour promouvoir leur meublé, Airbnb, Abritel, des choses comme ça, Booking, demandent aujourd'hui vraiment d'être en règle déjà sur la déclaration des meublés, etc. Donc c'est vrai qu'en début d'année, on a eu beaucoup de propriétaires de meublés du tourisme qui se sont adressés à nous
nous en nous disant mais comment déclarer, comment faire, voilà. Donc déjà on va donner une information sur ça. Alors certains ont pu avoir accès à cette information. Aujourd'hui on propose une plateforme numérique pour faciliter déjà ces démarches-là. Donc ça sera un premier point qui sera abordé dans la conférence. Ensuite je parlais de la nécessité d'avoir vraiment des financements en fait pour pouvoir développer ce territoire. Et en fait la taxe de séjour c'est ça. La taxe de séjour il ne faut pas le voir comme une taxe supplémentaire. En début d'année on se dit oh là là, on veut encore venir nous parler de taxes. En fait la taxe de séjour il faut la voir vraiment comme une contribution qui est payée par le visiteur. D'accord, donc ça concerne que le visiteur. Voilà, en fait l'hébergeur, dans son prix affiché, il va afficher le prix de sa nuitée et puis il va afficher le montant de la taxe de séjour. Donc il sera payé finalement par le visiteur. Comme quand on va à l'hôtel. Finalement cette taxe, quand nous on va à l'extérieur, on est déjà habitué à la payer. Donc c'est une taxe qui existe déjà sur le territoire de la Guadeloupe, qui est déjà collectée à Bémao. Aujourd'hui, sur tout le territoire de Cap Excellence, on met en place cette taxe pour vraiment pouvoir avoir des moyens de développer ce territoire d'un point de vue touristique. Donc c'est une taxe qui n'existait pas avant, qui n'était pas du tout collectée. Comment ça se passait avant? Alors, elle est collectée sur le territoire de Bémao depuis quelques années, pas encore sur les Abîmes et Pointe-à-Pitre, donc là ça va être le cas. L'important pour nous c'est du coup d'expliquer vraiment les tenants et aboutissants de cette taxe, qui va être assujetti à cette taxe, etc. pour que les propriétaires de meublés de tourisme ne soient pas perdus, qu'ils comprennent vraiment qu'en fait l'idée c'est vraiment qu'ils soient acteurs finalement du financement du développement de ce territoire et qui puissent en bénéficier par la suite. Voilà. Et comment elle fonctionne cette taxe? Le montant, elle est établie comment et comment c'est redistribué au sein des structures même, ou bien comment vous fonctionnez? Alors, on rentrera dans le détail dans la conférence, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en fonction du type d'hébergement, on a différents taux de taxes qui s'appliquent, principalement sur le territoire de Cap Excellence. On est sur des meublés de tourisme, c'est comme ça que ça s'appelle, qui ne sont pas classés. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle une taxe au réel, c'est-à-dire que sur le tarif de leur nuitée, il faut qu'ils appliquent 5% en fait de la taxe de séjour par personne. Tarif de nuitée par personne, on applique 5% et ça nous donne le montant de la taxe de séjour. Tout ça sera expliqué durant la conférence. Et donc cette taxe va contribuer à un, on va dire, développement du tourisme au sein de Cap Excellence, c'est ça? Très concrètement, en termes d'outils, aujourd'hui, on a une page internet qui permet donc de faire du relais d'informations. On a l'ambition de développer un vrai site internet qui sera une vitrine sur laquelle les hébergeurs pourront faire apparaître leurs hébergements. On pourra vraiment mettre en valeur tous les acteurs, les restaurateurs, les activités qui existent sur ce territoire pour que n'importe quelle personne qui s'interroge sur voilà, j'ai envie de venir à Bémao, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, puisse, à travers cet outil, avoir accès à tout ce qui existe sur le territoire. On pourra développer des visites de terrain avec aussi, là encore, des acteurs. On pourra visiter, on pourra venir au carnaval, c'est quand même la saison, développer des packs expérientiels, c'est-à-dire que je suis touriste, je viens à Cap Excellence, je peux, à travers un pack où j'ai un logement, des activités déjà prévues et peut-être même d'ailleurs une possibilité de défiler dans un groupe, voilà, de vivre vraiment ce territoire. Au cœur même du territoire. Tout à fait. Cap-Cœur Guadeloupe, l'idée c'est d'être au cœur de notre territoire. Tout à fait. Alors, donc ça peut être vraiment un levier pour améliorer l'offre touristique en Guadeloupe, en fait, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. C'est vraiment un outil dont on a besoin, on le sait, pour pouvoir faire des choses, on a besoin des moyens pour les faire. Et donc là, ce qu'on a envie de dire aux hébergeurs, c'est venez avec nous, travaillez avec nous, faisons ensemble, donnons-nous ensemble les moyens de développer ce territoire. Ce serait une taxe obligatoire? Oui, c'est une taxe obligatoire. Là, du coup, elle a déjà été votée au sein du conseil communautaire, donc de toute manière, elle devra s'appliquer. Et encore une fois, ce n'est pas l'hébergeur qui va devoir payer cette taxe, mais il va devoir juste l'appliquer sur son tarif. La collecter et pouvoir la redistribuer. Exactement. Donc, vous posez la question de comment elle sera distribuée. Oui. Donc, il y a une plateforme qui sera mise en place pour, là aussi, simplifier les démarches. L'idée, c'est pas de compliquer les choses pour les hébergeurs. On va expliquer tout ça, mais c'est une plateforme totalement en ligne, très didacticielle. Tous les mois, ils pourront dire combien de personnes ils ont reçu. Les calculs se feront automatiquement. Donc, le
montant de ce qu'ils devront reverser sera aussi communiqué automatiquement, des relances, parce qu'on sait que aussi on d'autres choses à penser, donc il y aura des relances automatiques qui seront faites. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil le plus simple possible pour que finalement il puisse nous aider à obtenir encore une fois les moyens de développer touristiquement ce territoire. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même des sanctions si jamais on ne respecte pas les réglementations. C'est un peu comme toutes les réglementations, mais c'est vrai que l'idée là, c'est même pas d'aller jusqu'aux sanctions. Il faut vraiment se dire que c'est vraiment dans une autre dynamique d'accompagnement, on va dire. On construit ensemble ce territoire, on se donne les moyens de le développer. Pointe-à-Pitre, Abîme, Memao, on a plein de choses à faire découvrir aux personnes qui veulent venir. Donc cette conférence est vraiment destinée aux personnes qui ont des meublés de tourisme. Alors, elle aura lieu donc mardi 25 février, 17h30, au Palais de la Culture de Félix Proto aux Abîmes. Oui, tout à fait. Et comment on fait pour s'inscrire ? Alors, toutes les informations vont être sur le site internet de Cap Excellence, sur les réseaux sociaux de Cap Excellence. On peut, alors l'idéal c'est quand même de s'inscrire, mais on peut venir même si on n'est pas inscrit, et surtout on sait que c'est pas toujours évident de se déplacer. Donc elle sera rediffusée intégralement sur le Facebook de l'Office du tourisme Cap Cœur Guadeloupe en direct. Donc il y aura la possibilité, même si on est à distance, de poser des questions. Voilà, on a des experts en fait qui vont animer cette conférence. Oui, je vois, 2 experts. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc il y a Monsieur Payani qui est le directeur de Nouveau Territoire, qui accompagne plus de 17 000 collectivités en France sur la taxe de séjour et pratiquement tous les territoires de Guadeloupe aussi sur la mise en place de cette taxe de séjour. Donc vraiment une grosse expérience pour pouvoir répondre aux questions des hébergeurs sur le comment, le pourquoi, etc. Et puis on va avoir aussi Laure Hilaire du cabinet Cori Conseil, qui accompagne là aussi experte du tourisme en Guadeloupe depuis de nombreuses années, qui va nous parler du classement. Parce que comme je disais, sur le territoire de Cap Excellence, on a peu ou pas d'hébergements classés. Et l'idée, c'est aussi de donner cette information aux hébergeurs, puisque si mon hébergement est classé, je peux avoir des abattements fiscaux qui sont intéressants. Ah, ça c'est intéressant ça. Voilà. Fallait commencer par ça. Voilà. Donc c'est tout bénef, puisque c'est vrai que le touriste qui arrive, un logement classé, il va avoir peut-être plus confiance, il va plus avoir envie d'y aller. Donc pour l'hébergeur... Oui, c'est gage de sécurité pour les deux, en fait. Exactement. Donc pour l'hébergeur, c'est plus de visibilité. Sur les plateformes, les logements classés ont eux aussi plus de visibilité. Et donc, comme je le disais, d'un point de vue financier, ça peut donner lieu aussi à des abattements fiscaux qui sont non négligeables. Donc l'idée de la conférence de mardi, c'est vraiment de donner de l'information, répondre aux questions que les hébergeurs pourront se poser et commencer à construire cette cohésion, ce partenariat gagnant-gagnant. C'est exactement. Ça en fait. Donc toutes les informations, on peut avoir le site internet pour s'inscrire. Oui, donc c'est sur le site internet de Cap Excellence, capexcellence.net, sur tous les réseaux sociaux de l'Office du tourisme Cap Cœur Guadeloupe, donc Cap Cœur Guadeloupe, sur Instagram, sur Facebook. On a toutes les informations, les liens pour s'inscrire. Si vous n'avez pas réussi à vous inscrire, n'hésitez pas à venir quand même, vous serez les bienvenus. Voilà, et comme je disais, diffusé en direct sur le Facebook de Cap Cœur Guadeloupe. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Bon, super, un dernier mot pour conclure. Pour ceux qui veulent même se lancer sur ce type d'activité. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des propriétaires, mais ceux qui sont en projet, ceux qui sont gestionnaires aussi d'hébergements touristiques sont les bienvenus. Voilà, l'idée c'est de venir, d'avoir cette information qui est totalement gratuite, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même du contenu qui est totalement gratuit. Encore une fois, il y aura la possibilité d'échanger avec les experts qui seront présents. Donc venez, on vous attend avec grand plaisir. Avoir les bonnes informations. Merci beaucoup Anaïs, top. Donc rendez-vous mardi, salle Félix Proto aux Abîmes à partir de 17h30. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. On va faire une première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour parler de protection sociale et de l'économie sociale et solidaire avec nos 2 invités. Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes encore avec vous jusqu'à 14h et dans un instant, on va recevoir M. Eric Chenu. Bonjour. Bonjour. Il est président de la Fédération de Mutuelles de France. Et M. Bajot. Bonjour. Je suis content de revoir puisqu'il est aussi responsable de la mutualité française en Guadeloupe. On va faire un point avec vous, mais avant, on fait un petit retour sur l'actu avec l'image.
Oui, au niveau des news, on a parlé du déplacement sur Marie-Galante du conseil départemental pour la manifestation, le village départemental La Coupe Papillon. On a vu ça avec notre reporter Satiam. On a aussi évoqué la conférence du préfet concernant les coupures d'eau. On reviendra sur la Renaissance qui fait sa renaissance. On parlera du lancement des premiers espaces tests agricoles et de la régate Zion avec un appel aux dons. Bien, ben, merci Iman. Et tout de suite, on va s'adresser à M. Chenu, puisque l'actualité fait qu'on est obligé de parler de ce qui se passe. J'ai vu que le gouvernement français a augmenté la taxe pour pouvoir combler le déficit de la sécurité sociale. Et c'est sur les mutuelles que ça se passe? Alors, pour l'instant, la taxe n'est pas encore augmentée, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est le projet du gouvernement. Pour compenser le transfert sur le ticket modérateur, c'est-à-dire ce que l'assurance maladie, la sécurité sociale ne rembourse pas. Le gouvernement de Michel Barnier avait prévu que la part prise en charge par les mutuelles allait augmenter pour les consultations médicales, les sages-femmes et sur le médicament. François Bayrou, dans son discours de politique générale, a décidé de ne pas retenir cette mesure, mais ce faisant, il souhaite augmenter les taxes. Et nous nous y opposons pour défendre l'intérêt des assurés sociaux, des patients, parce qu'on est déjà taxé à hauteur de 14% aujourd'hui. C'est-à-dire que tout janvier, février, quand vous payez votre mutuelle, en fait, vous ne payez que des taxes. Vous commencez à payer la mutuelle réellement au mois de mars. Et donc, augmenter encore les taxes de 2 ou 3 points, ça nous semble déraisonnable, juste pour qu'on ait une idée de comparaison. En Espagne, les mutuelles sont taxées à 0,15%. En Allemagne, à 0%. Et nous, on est déjà à 14%. Donc, augmenter les taxes, ça ne nous semble pas adapté pour financer l'assurance maladie. C'est injuste et c'est inadapté. Par ailleurs, ça touche plus particulièrement les retraités qui ont les niveaux de cotisation les plus élevés et qui, donc, en euros, paieraient encore plus de taxes. Et c'est dans les poches de la mutualité que le gouvernement veut piocher. Ça veut dire que les mutuelles ont de l'argent? Alors, en l'occurrence, quand on met une taxe, c'est même pas les poches des mutuelles qui seraient impactées, c'est les poches des adhérents, de la population. Et c'est pour ça qu'on se mobilise le plus. Les mutuelles, elles sont tout juste à l'équilibre aujourd'hui. Les niveaux de dépenses de santé augmentent très vite, et vous le savez sur la Guadeloupe, du fait du vieillissement de la population. Les dépenses de santé augmentent, elles augmentent beaucoup plus vite que la richesse nationale, ce qui fait que l'effort individuel et collectif que nous devons faire pour se soigner est de plus en plus important. Et ce faisant, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, l'État, les collectivités territoriales, l'assurance maladie, les complémentaires santé, les associations de patients, les professionnels, pour voir comment on adapte le système de santé pour répondre aux besoins de la population qui vont en grandissant, et puis voir comment on peut financer de manière soutenable, durable et de manière solidaire et juste l'assurance maladie et la santé. Oui, je me tourne vers M. Bajot, qui est président de la mutualité française en Guadeloupe. J'imagine que ces problèmes-là, en France, ont des retombées sur les mutualistes de la Guadeloupe, parce que je vois que quand même, il y a de plus en plus de mutuelles. On a l'impression qu'il y a un véritable, j'ai envie de dire, combat de mutuelles. Il y a quelque temps, j'ai reçu ici une mutuelle qui s'appelle Mutual, je crois, qui est venue s'installer, qui existe dans certaines régions de France, et qui est venue s'installer ici. La concurrence est dure. Alors, la mutuelle dont vous parlez est une mutuelle qui a absorbé une autre, oui, tout à fait. La sécurité sociale. Donc, si vous voulez garder la même part de marché, ça n'a pas vraiment changé de beaucoup pour les personnes protégées. Mais c'est vrai que on assiste à une concurrence effrénée de la part de ce qu'on appelle les mutuelles entre elles, mais surtout venant d'opérateurs comme les banques d'assurance, qui proposent de l'épargne, qui proposent en même temps la santé et l'assurance pour la maison et la voiture. Et c'est un phénomène auquel on assiste depuis un certain temps en France et en France métropolitaine, et qui a tendance aussi à se développer en Guadeloupe.
Est-ce que, au regard de ce que disait M. Chenu et qu'on sait ici, du vieillissement de la population, vous avez le sentiment que les Guadeloupéens de plus en plus, entre guillemets, se mutualisent? Est-ce que, en dépit de la concurrence du nombre de mutuelles qui existent, il y a 423 à peu près en France, mais en Guadeloupe, il y a un peu plus d'une dizaine, est-ce qu'on sent que les Guadeloupéens sont de plus en plus conscients? Parce que vous êtes là, c'est le moment de le dire, parce qu'on sait que dans 10 ans, les gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, seront dans une situation un petit peu particulière, et on connaît les problèmes de santé qui existent en Guadeloupe, qui se développent d'ailleurs. Tout à fait. Nous avons eu l'occasion d'évoquer devant vous-même l'intérêt qu'ont les Guadeloupéens à bien se protéger, donc à choisir une mutuelle qui protège vraiment avec des garanties les plus larges possibles, en santé, en obsèques, en prévoyance. Donc, la Guadeloupe a toujours été une terre de mutualisation. Oui. Hein? Et ce qui fait qu'on n'a pas trop de difficultés à convaincre les uns et les autres, en particulier les populations fragiles, de recourir à une adhésion à une mutuelle. Oui. Et quand financièrement ils ne peuvent pas le faire, on les oriente vers des dispositifs que les mutuelles financent largement, qu'est par exemple la C2S, la couverture santé solidaire, qui permet à quelqu'un qui n'a pas de gros moyens de se protéger, de se garantir contre les aléas, de manière complémentaire par rapport à la sécurité sociale, et pratiquement de manière gratuite. Voilà. Oui. Ce sont les mutuelles qui priorisent les complémentaires santé, qui supportent le financement de ce dispositif qui a remplacé la CMUC et la CS, l'aide à la complémentaire santé. Donc, je reviens vers vous, M. Chenu, par rapport à ce que disait M. Bajot. C'est vrai que les compagnies d'assurance sont devenues pratiquement des concurrents. Est-ce que ça signifie qu'il va falloir que la mutualité française ouvre son champ à ce genre à d'autres compétences? Aujourd'hui, les mutuelles couvrent la santé. Oui. On reste l'acteur principal en santé. Une personne sur deux dans notre pays est couverte par une mutuelle de la mutualité française. Oui. On est un acteur important du champ de la prévoyance, l'incapacité, l'invalidité, le décès, mais aussi en épargne et en retraite, parce qu'on le voit bien, avec la baisse des revenus à l'âge de la retraite, structurer des solutions mutualisées d'épargne populaire, ça participe aussi de la protection tout au long de la vie, quel que soit ce qui peut nous arriver pour soi, pour sa famille, pour ses proches. Et puis, on porte une proposition, compte tenu de l'enjeu de vieillissement dans lequel notre pays est engagé et qui va s'accentuer dans les années qui viennent, c'est une couverture dépendance. Par répartition solidaire, parce que c'est notre ADN à la mutualité française, mais on a convaincu nos collègues de France Assureurs pour porter cette solution mutualisée par répartition solidaire. Tout le monde protège tout le monde. C'est quelques euros de plus par mois qui permettent de verser une rente jusqu'à 500 € par mois pour des personnes qui sont les plus lourdement dépendantes, pour leur permettre de rester à domicile, de financer les accompagnements qui ne sont pas financés aujourd'hui par les dispositifs publics. Et on sait bien que, vu l'état des finances publiques, des comptes sociaux de notre pays, il est peu réaliste d'imaginer que il y aura une extension des couvertures en la matière. Et donc, nous, on fait cette proposition. Et aujourd'hui, c'est une proposition qui intéresse de plus en plus de parlementaires, qui intéresse les services de l'État. Donc, on espère que dans les mois qui viennent, elle puisse se mettre en œuvre, parce que ça nous semble être un enjeu fondamental si on veut structurer une filière du grand âge et anticiper suffisamment la transition démographique dans laquelle on est engagé. Et vous, en Guadeloupe, vous l'êtes plus particulièrement, puisque d'ici à 2030, l'enjeu du vieillissement est absolument prégnant. Tout à fait. Alors, il y a une dynamique nouvelle qui s'est inscrite dans le paysage guadeloupéen, français, mondial, c'est le numérique. Vous avez écrit quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que le numérique porte à la mutualité française ? Le numérique, c'est un outil.
que ce soit l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, que ce soit l'utilisation des données, de nos données de santé. Et donc, tout va dépendre de l'intention que l'on y met. On en a parlé avec les mutualistes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique qui ont été réunis par la mutualité française mardi. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que cet outil-là, on l'utilise au service de l'humain pour réduire les inégalités qui sont quand même nombreuses dans notre pays et notamment en santé. Orienter vers le bon soin au bon moment pour éviter qu'il y ait de la perte de chance, que certaines personnes ne suivent pas leur parcours de santé jusqu'au bout. Et le numérique en la matière peut être un outil puissant sur la prévention, par exemple, pour une prévention plus personnalisée. Oui. C'est-à-dire vous proposez un programme très adapté à votre situation. À l'inverse, si on fait les mauvais choix, eh bien, le numérique, ça peut être utilisé pour segmenter les populations, les séparer et déconstruire les solidarités. Donc, bien évidemment, vous aurez compris que la mutualité a fait un choix, c'est celui d'une utilisation solidaire au service de l'humain, de promouvoir mon espace de santé, parce que ça permet à chacun de gérer au mieux son parcours de santé, d'être responsable pour lui, mais aussi finalement pour l'intérêt général. Et donc, ça fait partie des sujets que nous souhaitons porter dans le débat et faire en sorte que les bons choix soient faits. Le numérique, ça peut être aussi un formidable moyen pour lutter contre certaines fraudes qui s'installent, qui se développent dans notre pays. Et donc là aussi, il nous semble que c'est important, parce que c'est l'intérêt de tous d'éviter que notre système soit capté par quelques-uns de manière prédatrice. Lutter contre la financiarisation, lutter contre les fraudes, c'est absolument essentiel. Et puis faire en sorte aussi que les prescriptions, elles soient les plus pertinentes possibles. Donc aider les médecins, aider les professionnels de santé, les infirmiers, les sages-femmes, en reprenant notamment les préconisations de la Haute Autorité de Santé pour prescrire le mieux possible, éviter des soins inadaptés, redondants, c'est important. Et le numérique, en cela, peut être un formidable levier. Alors, monsieur Bajou, je me tourne vers vous. Il y a quelques années, quand vous veniez ici régulièrement, vous venez nous annoncer des ateliers. Il y avait même un bus qui circulait en Guadeloupe en direction des gens, des mutualisés, je veux dire comme ça. Est-ce que ces actions continuent ou est-ce qu'il y a des difficultés à les continuer? Non, elles continuent plus que jamais et elles ont été décuplées depuis l'époque où nous venions régulièrement inviter la population à nos rencontres santé, le parcours du cœur, les ateliers numériques, justement pour combattre les difficultés d'accès aux soins liées à des démarches qu'on est obligé de faire en ligne, alors que l'on sait qu'une partie de la population n'a pas forcément un accès à l'Internet, ne sait pas forcément utiliser les moyens digitaux. Non, notre cœur de métier, s'agissant de la mutualité française, c'est la prévention. Oui. Et nous continuons nos campagnes de prévention au quotidien sur l'ensemble du territoire. On couvre les 32 communes. Oui. Et on a plus de 16 programmes qui sont d'ailleurs financés par la conférence des financeurs, c'est-à-dire le département, l'Agence régionale de santé, la sécurité sociale et la CNSA, bien sûr les mutuelles, qui portent sur le sujet du bien vieillir, s'agissant des personnes âgées, donc comment les aider à continuer à vivre à leur domicile, comment les aider à conserver leur capacité cognitive, leur mémoire, via des tablettes tactiles qu'on leur propose en atelier et qui s'appelle Dinseo, qui leur permet de bien sûr s'habituer à l'utilisation du numérique, mais aussi exercer leur mémoire. Pareil, on a des ateliers nutrition, où on ne se contente pas de donner des préconisations théoriques à nos aînés. Il faut lutter contre l'obésité ici. Absolument. Une alimentation équilibrée, on sait comment elle contribue à vous aider à maintenir
une bonne santé, on ne se contente pas de leur donner des conseils littéraires. On organise des ateliers au cours desquels on les aide à concevoir des menus qui sont simples et pas chers. Bien sûr, on promeut l'activité physique régulière. Et c'est ainsi qu'on développe des ateliers équilibre, des parcours santé, grâce d'ailleurs à une nouvelle profession, de nouveaux professionnels qui émergent, que sont les professeurs d'activité physique adaptée. Voilà. Donc, s'agissant de cette population-là, il y a un programme qui est très large, qui vise à les aider, à les accompagner au quotidien, mais aussi à aider les aidants familiaux, dont on sait qu'ils payent un lot tribut des fois, voilà, à s'occuper seuls et de manière isolée de leurs aînés. Voilà. Mais notre approche est populationnelle, elle s'intéresse aussi aux actifs, elle s'intéresse aux jeunes étudiants pour lesquels on a aussi un programme, et voilà. Alors, Monsieur Cheny, je me retourne vers vous. Mardi, vous avez rencontré les responsables de la région, du département, le préfet. Qu'en est-il sorti de la CJSS? Qu'en est-il sorti globalement? Oui, avec Nestor Bajot, on a rencontré les autorités publiques. Ce matin, la CGSS, mardi, les collectivités territoriales et la préfecture, l'union des médecins aussi. Ça nous a permis de partager la situation sur l'accès effectif aux soins, la difficulté, compte tenu de la double insularité de l'archipel de la Guadeloupe, de pouvoir accéder aux soins sur l'ensemble des 32 communes, les problématiques d'inégalité. On a abordé aussi le développement sur ce territoire, comme malheureusement sur toutes les régions de France, d'acteurs financiers qui de plus en plus s'installent, désorganise le système de santé au détriment des patients, tout d'abord, parce qu'il y a des problématiques de qualité des soins, mais aussi désorganise les filières de prise en charge au détriment des professionnels de santé. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels nous nous mobilisons, sur lesquels nous travaillons avec le Parlement, puisque le Sénat s'est emparé de ce sujet-là, et il nous semble important partout de pouvoir y mettre un holà assez vite, parce que ça contrevient à l'intérêt général. L'enjeu, Nestor en parlait à l'instant, compte tenu des besoins spécifiques de la population, moindre activité physique, une alimentation peut-être déséquilibrée, une occurrence des maladies cardiovasculaires et particulièrement du diabète extrêmement élevée, une prévalence plus importante des cancers et quelquefois dépistés trop tardivement parce que la population, malgré tous les efforts des acteurs, ne s'empare pas de toutes les possibilités de dépistage. Voilà quelques-uns des choses qu'en tout cas que moi je retiens de nos échanges, des échanges aussi avec les mutualistes mardi, notamment l'enjeu aussi de l'accessibilité des soins. Il y a l'accessibilité territoriale, mais il y a aussi l'accessibilité économique, compte tenu de l'augmentation importante des dépassements d'honoraires sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, c'est aussi l'actualité. Vous arrivez en Guadeloupe où il y a une grosse grève, puisque près d'un tiers de la population depuis hier est sans eau, à cause d'une grève par rapport à la question de la mutualisation dans le syndicat mixte de l'eau. Bon, j'imagine que vous n'allez pas intervenir sur ce domaine, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise, la mutualisation est quelque chose d'obligatoire, de fonctionnel et de nécessaire pour les salariés? Oui, je crois que c'est aujourd'hui attendu, c'est déjà la loi qui l'impose depuis 2016, de faire en sorte que toutes les entreprises proposent une couverture en santé à l'ensemble de ses salariés. Il y a un certain nombre de branches qui propose également une couverture en prévoyance sur l'incapacité, l'invalidité et le décès pour protéger les personnes et les familles. Et maintenant, dans les fonctions publiques de l'État, territoriales et on l'espère bientôt hospitalières, c'est des choses qui vont aussi se décliner.
la protection sociale des populations est un enjeu clé. Et comme je le disais tout à l'heure, la problématique, c'est qu'il nous faut trouver les moyens pour assurer un financement soutenable, durable, juste et solidaire. Et ça veut dire être extrêmement transparent avec les gens pour leur montrer en quoi et comment les dépenses évoluent, les associer et les responsabiliser en forme de citoyenneté sociale pour qu'on ne consomme pas les soins, mais qu'on utilise les soins quand on en a besoin et qu'on mette en œuvre le maximum d'actions préventives pour éviter des dépenses futures, parce que sinon, ça veut dire que tous, on sera appelés, que ce soit par nos cotisations sociales ou fiscales, qui permettent de financer la sécurité sociale, ou par nos cotisations mutualistes, à devoir payer de plus en plus pour pouvoir se soigner. Et donc, il y a une question ensuite d'acceptabilité et de soutenabilité. Et donc, il est essentiel que ce débat, il ait lieu au plan national, bien évidemment dans les territoires, pour associer le plus possible la population aux choix qui les concernent. Monsieur Bajou, je pose la question quand même. Le président du SMAC vous a contacté quand même. Ces travailleurs sont à la mutualité française ou sur une autre structure? Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations quant aux raisons de la grève. Je sais qu'il y a une sur le niveau de la mutualisation, c'est-à-dire que voilà, par rapport à l'ancien contrat, ils ne sont pas satisfaits. La participation des salariés et celle de l'entreprise. Oui. Mais vous dire que je suis au fait dans le détail de ce sujet-là, ça serait vous mentir, parce que on voit bien qu'il y a des informations contradictoires qui circulent. Oui. Chacun donne sa version. Et là, on ne peut pas prendre position. Ce que l'on souhaite et que le président Chenu a dit, c'est notre position depuis toujours, c'est que l'on propose aux adhérents, que ce soit via les contrats collectifs obligatoires d'entreprise, que ce soit via l'adhésion individuelle, une couverture de qualité qui couvre vraiment. Pas une couverture à bon prix qui ne couvre rien et qui met en difficulté le salarié au moment où il tombe malade. Oui. Je ne dis pas que c'est le cas, je n'en ai pas connaissance, mais notre position est de proposer une couverture de qualité qui vraiment mette à l'abri du risque le salarié ou l'adhérent ordinaire. C'est ça la position. Je comprends. Une dernière question. Alors, oui. Je voulais vous dire que nous avons profité aussi du passage de nos responsables fédéraux pour évoquer aussi des sujets. Et on n'aime pas entendre les spécificités, il en a cité plusieurs, mais des sujets qui nous interpellent, tels que la difficulté pour les patients de se rendre aux rendez-vous médicaux. La mobilité. La question de la mobilité, c'est un sujet qui pénalise énormément. Le conseil départemental essaie de mettre des choses en place, hein, voilà. Vous le savez. Oui. Tout à fait. Et il n'est jamais trop tard d'essayer d'innover, mais en tout cas de permettre à chacun de pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux à l'heure, etc., pour éviter le renoncement aux soins. Voilà. Alors, on a aussi évoqué la question de la banalisation des dépassements d'honoraires aussi, hein, auxquels ont recours certains praticiens et qui peuvent paralyser l'accès aux soins quand la personne est de condition modeste et ne peut pas payer. On a interpellé le président Chenu sur un sujet que vous aviez évoqué avec lui à l'époque, qui est ce qu'on appelle les réalisations sanitaires et sociales mutualistes. Oui. En métropole, il y a beaucoup de réalisations sanitaires, des pharmacies mutualistes, des centres de santé mutualistes, des cabinets dentaires mutualistes, etc. Ici, en Guadeloupe, il n'y en a pas. Alors, justement, on profite de son passage pour encore le titiller sur la nécessité qu'il y a, par exemple, de faciliter l'accès via une offre mutualiste, par exemple, aux soins dentaires, aux soins optiques et aux soins auditifs. Voilà. Tout à fait. Oui. Je suis bien placé pour le dire. J'en sais quelque chose. Une dernière question à M. Chenu. Le congrès, en deux petits mots, du mois de juin, globalement, le gouvernement, on espère, sera encore en place. Enfin, souhaitons-le pour la mutualité. Qu'est-ce que vous espérez de ce congrès ? On veut que ce soit un congrès utile pour les entreprises mutualistes, quelles que soient leurs activités, hein, en offre de couverture santé, prévoyance dépendance, épargne retraite, en prévention,
mais aussi, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Nestor, sur la gestion et le développement d'établissements et de services de soins d'accompagnement mutualiste partout et pour tous. Et puis que ça soit un congrès utile pour notre pays. Oui. Parce qu'on voit bien que la transition démographique dans laquelle on est engagé avec l'augmentation de l'espérance de vie, un vieillissement de la population, une baisse de la natalité, font que si on ne se réinterroge pas puissamment sur comment on financera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans le système de santé, on ne parviendra pas à le préserver dans une vision solidaire. Oui. Or, nous, notre raison d'être à la Mutualité française, c'est se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Eh bien, à l'occasion de ce congrès, on veut vraiment le mettre en œuvre, faire des propositions utiles au débat en perspective des futures élections présidentielles, législatives, pour que chacun, chaque femme, chaque homme, à l'échelle du pays, puisse se forger son opinion et à l'occasion des choix politiques majeurs du pays, puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur les propositions que feront les candidats, les candidates, les formations politiques, sur des sujets qui nous touchent tous, les uns et les autres, au plus fort de nos vies, notre santé, notre protection, celle de nos proches. Et donc, ça nous semble être des questions éminemment politiques, éminemment citoyennes, de la manière dont on vit les uns avec les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et donc, on va essayer d'inspirer les solutions pour demain. Écoutez, on vous remercie d'être venu et M. Bajot, merci d'être revenu. Oui. On espère vous voir un peu plus souvent. Oui, on reviendra forcément parce qu'on a des choses à annoncer avec vous, à la population, en particulier sur justement des programmes comme les préparations, des stages de préparation à la retraite financés par la Sécurité sociale et dont on nous a confié le pilotage. Je profite de votre antenne. Vous allez en Martinique après ? Alors, pas cette fois-ci, mais on ira d'ici quelques mois, quelques temps. On a rencontré par contre les équipes de Martinique et de Guyane, on a pas mal échangé avec eux. Je voudrais vraiment remercier Nestor, l'ensemble des professionnels de la Mutualité de la Guadeloupe pour le formidable boulot qui est fait sur le terrain avec l'ensemble de leurs partenaires au bénéfice de la population. Effectivement. Merci en tout cas. Merci déjà 13h27, on prend la deuxième pause. Fin de la deuxième séquence et on se retrouve tout à l'heure avec des élèves terminales, William Anglo et Salomé Beaujean, et puis on va développer le reste de l'actualité avec Humaine News. Merci. Et nous voilà de retour dans le ZCL pour notre dernière partie. On va recevoir tout à l'heure deux invités, donc élèves de terminale, donc William Anglo et Salomé Beaujean. Ils vont nous parler d'un concert qui va être réalisé pour une récolte de fonds. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. On va parler avec vous tout à l'heure. On revient sur l'actualité et sur la Renaissance, donc ce cinéma qui avait été inauguré en 1930 à Pointe-à-Pitre, qui s'apprête à renouveler sa splendeur d'antan. Donc fermé depuis 2001, ce lieu emblématique du patrimoine culturel guadeloupéen va être rénové, reconstruit avec une façade reproduite à l'identique pour accueillir donc un complexe moderne de 5 salles. On voit un reportage de Max Morel qui nous parle de l'avancée des travaux. Pas de plus emblématique que la Renaissance de la Renaissance pour marquer cette Renaissance qui est en cours à Pointe-à-Pitre, car chacun sait qu'il y a 5 ans maintenant, quand nous sommes arrivés à cette ville, il s'agissait ici des restes de bâtiments calcinés. Donc vous imaginez la joie qui est la nôtre aujourd'hui de poser devant un mur une façade reconstruite et qui est en cours d'achèvement, de surcroît avec l'utilisation de matériaux guadeloupéens pour faire le décor de cette installation classée. Tout le monde sait que la population de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe souhaitait absolument qu'on revive ce bâtiment, cette structure. Nous avons tous une anecdote sur la Renaissance et le projet était du président de Cap Excellence, Éric Jalton, c'était de redonner à Pointe-à-Pitre ce prestige d'antan. C'est un cinéma qui faisait partie de Pointe-à-Pitre, qui fait partie du patrimoine de Pointe-à-Pitre, qui a malheureusement brûlé, mais qui maintenant va renaître. Et c'est quand même une très très belle perspective. C'est important pour nous de participer au patrimoine de la Guadeloupe parce qu'on
n'essaie pas de faire quelque chose de différent, on essaie plutôt de s'adapter au public et à la Guadeloupe. Vous avez votre propre histoire très riche et l'histoire doit être préservée. Un jour d'espoir, un jour d'un certain soulagement, de sortir de l'état de chantier et de commencer déjà à entrevoir les écrans des salles de cinéma qui vont naître ici. Voilà, un projet ambitieux qui va redonner vie donc, à la culture locale et allier tradition et modernité. On va parler du lancement de ces premiers espaces tests agricoles. Donc, c'est une nouvelle étape pour l'agriculture guadeloupéenne. Ce lancement soutenu par une coopérative, donc Petra Patrimonia Antilles et le Guadeloupe Agro Campus, qui va offrir aux agriculteurs novices une opportunité unique d'expérimenter leur projet. On voit un reportage d'Olivier Félix qui nous parle de cette initiative. Nous avons mis en place une convention de partenariat dans l'idée de pouvoir mettre en place sur notre territoire les premiers espaces tests agricoles. Donc c'est une manière de pouvoir tester son activité dans un cadre sécurisé et juridique et de pouvoir effectivement, grâce à ce partenariat, que les porteurs de projets puissent tester donc du coup leur projet dans de bonnes conditions et de pouvoir savoir effectivement si ce projet est viable, rentable et vivable. C'est une manière aussi de promotionner l'enseignement agricole et de mettre en avant les diplômes du ministère de l'Agriculture. Pourquoi Vieux Habitants? Tout simplement parce que Vieux Habitants, nous avons un site, nous avons de très beaux espaces, nous avons une très belle parcelle et il s'agissait pour nous de nous dire, on y va en premier. Donc Vieux Habitants sera le premier espace test lancé sur la Guadeloupe, mais il y en aura d'autres. Il y aura ensuite Petit Canal et pour finir le Lamentin. Il s'agit pour nous d'installer le futur agriculteur sur 5000 m². 5000 m² avec tout l'accompagnement juridique et social qui va avec. Et s'il faut lui rajouter de la formation, nous sommes là de nouveau pour rajouter de la formation. C'est une aubaine. Pour une fois, on voit que les choses se mettent vraiment en place, les choses avancent en partenariat avec toutes les administrations qu'il y a autour. Donc, pourquoi pas y aller? Ça nous permettra vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de notre projet et de mettre des projets viables sur pied. Vieux Habitants était le grenier de la Guadeloupe et maintenant nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de terrains agricoles qui ne sont pas exploités. Donc un projet comme ça permet de mettre en place, d'installer des jeunes et de repartir sur une dynamisme agricole, ce qui était le cœur de notre projet dès le départ. Nous allons partir sur une agriculture maraîchère. Nous avons aussi la possibilité d'aller sur de l'agroforesterie. Donc on pourrait allier les deux. Il s'agira pour nous de trouver avec le futur agriculteur le dispositif, le maillage qui lui convient le mieux pour pouvoir vivre de son métier, vivre de sa parcelle. Et c'est lui qui va définir en fait s'il ne fera que du maraîchage, s'il fera de l'animal ou que du végétal. C'est vraiment l'accompagner dans son projet. Donc c'est d'abord son projet. Je crois que sincèrement, c'est la meilleure formule qu'on a pu trouver. Et je félicite les personnes qui ont été acteurs de ce projet-là. Il fallait vraiment allier la formation, la mise en pratique concrète des agriculteurs de l'activité agricole elle-même, et puis le volet accompagnement est quand même primordial, de façon à ne pas démotiver les jeunes, à les encourager à se former et à pérenniser leur activité dans le futur. Il faut vraiment qu'on renouvelle les générations. Il faut qu'on arrive à donner l'envie aux jeunes de s'initier dans ce métier-là. Et c'est vrai que l'accompagnement qu'on va leur donner à travers ce type de projet-là ne peut être que bénéfique. Voilà, une belle initiative qui permettra à ces jeunes de tester leur projet avant de s'installer définitivement et d'assurer la relève dans le secteur agricole. On va parler de la régate Zion et de l'appel aux dons. Donc le Zion Cup 2025 approche à grands pas. Donc ce sera à la fin du mois de mars. Et afin de garantir le succès de cet événement nautique majeur, les organisateurs lancent un appel aux dons pour soutenir la logistique, la sécurité et l'accueil des participants. On voit un reportage de Solène Fèvre concernant ce sujet. L'objet vraiment de cette conférence, en plus évidemment de vous présenter l'événement, c'est un appel aux dons, de pouvoir amener dans le réseau Casabroc des t-shirts coton unis qu'on va pouvoir réemployer et donc amener, alors t-shirt ou n'importe quelle forme, débardeur, femmes, hommes, enfants, t-shirt manches longues.
On s'adresse aussi aux marques distributeurs, hein. On a vu Kiabi qui nous a déjà aidés. Si des distributeurs ont des invendus ou même la volonté de nous aider, on les accueille les bras ouverts. Quand la Zion m'a demandé, écoutez, ça serait intéressant qu'on s'unisse dans cette démarche-là, je dis mais oui, mais tout de suite. Parce qu'en fait, c'est de toucher le maximum de public à tout niveau. Et le monde de la voile, étant donné qu'il y a beaucoup de connexions, donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc nous, ça serait avec nous en fait la récupération des textiles à Casa, puisque c'est ce qu'on fait déjà. Les gens connaissent Casa Broc au niveau de l'aéroport. Qu'ils puissent amener les t-shirts unis d'occasion, hein, c'est justement ça le truc. Et qu'après, nous, on remette ces t-shirts à la Zion pour qu'ils soient à UK, qu'ils soient floqués. Et après, il n'y a pas que le support t-shirt matériel, il y a aussi la philosophie derrière. Justement, démontrer aux gens que c'est possible d'utiliser de la matière existante et non pas taper forcément dans le neuf. La Zion, c'est une régate qu'on organise depuis 2008 à Vieux-Fort, en Basse-Terre. On devrait être autour de la trentaine de bateaux entre la régate et les rallyes. Je vous expliquerai un petit peu la nuance tout à l'heure. Et en canot, là, pour la première fois, on fait une véritable course officielle avec la NASA et la classe des canots Saint-Ouen. Et on espère avoir le maximum des coureurs de la flotte, soit autour de 20, 30. Je crois qu'il y a actuellement 40 canots quasiment inscrits, qui régatent cette année régulièrement dans la classe. Et c'est aussi l'occasion de rassembler les communes du sud Basse-Terre, et que Brourbert nous a accueillis évidemment à bras ouverts. Voilà, donc pour cet appel au don, vous aviez le numéro de téléphone inscrit en bas pour justement soutenir cette manifestation. On va parler maintenant du concert solidaire qui est organisé pour une récolte de fonds avec William Anglo et Salomé Beaujean, donc élèves de terminale donc à Massabielle, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, nous sommes tous les deux de la terminale 4, mais ensemble, dans notre spécialité de AGGSP, donc Histoire, Géographie, Sciences politiques, Géopolitique, cela réunit plusieurs classes de lycéens, dans laquelle on va s'engager pour partir à New York, à l'ONU, dans le cadre de notre programme du bac. D'accord. Donc à l'ONU, vous allez pouvoir visiter et ça rentre dans le cadre de votre formation. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'acquérir en fait en allant là-bas ? Merci. Donc aller à l'ONU nous permettra donc d'approfondir notre thème en AGGSP, mais aussi ça nous apportera plus de culture en termes de sciences politiques et géopolitiques. Et nous pourrons surtout questionner les diplomates présents sur la place de l'ONU sur la scène internationale actuelle. Oui, en plus dans le contexte de la nouvelle élection de Trump, l'installation et tout ce qui se passe, toutes les conséquences des différentes lois qu'il met en place, je pense que ce sera tout à fait intéressant. Comment est venue cette idée justement d'aller là-bas déjà dans un premier temps et ensuite de faire ce concert pour récolter des fonds ? Alors c'est une idée qui a germé fin première, car nous avions vraiment envie d'avoir des exemples concrets pour appuyer nos thèmes et surtout les études de cas que nous voyons lors des différents thèmes d'histoire géopolitique et sciences politiques. Oui, donc du coup, durant ces thèmes, on va souvent voir tout ce qui est relations internationales, tout ce qui est diplomatie entre les pays, tout ce qu'il y a à savoir en termes d'enjeux géopolitiques. Et c'est donc une bonne opportunité pour qu'on puisse partir à l'ONU, donc pour bien savoir comment ça fonctionne, les sièges de pouvoir aux États-Unis, comment fonctionnent les relations entre les pays, etc. etc. Justement, quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis, si on peut en parler, en tant que jeune déjà ? C'est-à-dire par rapport à Trump ? Oui. Tu commences ? Commence. Alors, je pense que les États-Unis, c'est un pays
déjà, c'est une terre d'immigrés, à la base. Parce que c'est un pays multiculturel. On a des personnes qui venaient d'Écosse, des personnes qui viennent d'Europe en général, des personnes qui viennent d'Amérique latine. Même les premiers Américains, c'était des peuples comme... les Amérindiens, les autochtones. Voilà, les autochtones, etc. Donc, le projet de Trump de rendre l'Amérique à... Great Again à une partie de la population en défavorisant les autres, pour moi, c'est odieux et ça n'a pas lieu d'être. Parce que c'est les immigrés qui ont fait de l'Amérique qu'on connaît actuellement, aujourd'hui. Et en allant justement auprès de l'ONU, comment vous allez avoir, quel regard vous allez avoir vis-à-vis d'eux, quelles questions vous pourrez leur poser en termes justement de justice, on va dire? Alors à l'ONU, on va surtout rencontrer les diplomates, donc on ne sera pas vraiment face aux chefs d'État, mais c'est quand même des questions qui vont revenir par rapport à la place de l'ONU et des diplomates face aux questions d'immigration et de droits de l'homme aux États-Unis. Oui. Sachant que les États-Unis sont un pays clé à l'ONU. Oui. Ils font partie du Conseil de sécurité. D'accord. Et donc, du coup, alors, pour financer votre voyage, il y a besoin d'argent. Et donc, du coup, le concert que vous allez organiser, donc ça aura lieu quand? Ça aura lieu le 22 février, ce samedi. Oui, après-demain. Oui, après-demain, du coup, de 18h à 21h30, à l'Infini Club. C'est juste à côté du McDonald's, c'est à Montauban, au Gosier. Comment vous avez réussi à sensibiliser les gens à votre cause et pour pouvoir organiser un concert en tant que lycéen, c'est quand même pas rien, une organisation. L'établissement, comment vous a accompagné sur tout ce projet? Alors, c'est surtout nos professeurs, donc Madame Marie Moutou et Monsieur Daridan, qui sont respectivement nos professeurs d'HLP et d'AGGSP, donc Histoire, Géopolitique et Sciences politiques, ainsi que notre parrain, donc Victor Delvert, chanteur de Zouk Rétro, qui nous ont vraiment poussé à, tout au long de cette aventure, tout au long de ce projet, pour donner le meilleur afin de rapporter le maximum de fonds pour nous aider lors de ce projet. Oui. Donc, oui, compléter éventuellement. Oui. Non, le style de musique, c'est un choix, je veux dire, éclectique, comme ça, pour permettre au maximum de personnes de venir? Oui, enfin, il y aura de tout. Franchement, d'ailleurs, il y aura de nombreux artistes. Il y aura, comme il l'a dit, Victor Delvert, donc du zouk, chanteur de zouk, que tout le monde connaît, je pense. Il y aura Nico, chanteur d'afro dancehall. Ensuite, il y aura Fanidja, chanteuse de zouk. Et aussi des élèves de Massabielle qui vont chanter, donc des artistes. Mais il y aura également le groupe Guadacorde, un groupe dont je fais partie. D'accord. Donc c'est un groupe de cordes, instruments à cordes, qui interprète de nombreuses musiques. Donc ça peut être musique traditionnelle, musique classique, etc. Donc nous sommes déjà produits dans plusieurs autres lieux comme le centre gérontologique, auprès des enfants, dans des écoles, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez... Il reste encore des places? On peut accueillir combien de personnes dans cet espace? Je pense que c'est assez grand quand même. Vous espérez combien de personnes? Nous espérons une capacité de 230 places. Ce serait bien, même si on peut bien évidemment aller plus loin. D'ailleurs, les places sont disponibles dès l'entrée à 18h. On peut quand même acheter à l'avance ou bien c'est directement sur place? Pour acheter à l'avance, vous pouvez contacter le numéro 06 90 67 88 39. Vous allez partir à combien pour votre voyage? On est à 24 élèves. 24 élèves. C'est bien. Oui. Donc il faut quand même remplir cette salle pour pouvoir vous aider au maximum. Exactement.
Nous avons aussi, si vous le souhaitez, une cagnotte litchi. Oui, si on peut avoir les informations, bien sûr. Pour contribuer à cette cagnotte, comment fait-on? Nous vous enverrons un QR code et il suffira de le scanner ou bien se rendre sur le site Litchi, projet scolaire ONU /New York. D'accord. Projet scolaire, on va noter parce que peut-être qu'il y a des gens qui notent en même temps que moi, on reprend. Projet scolaire ONU /NY pour New York. Ok, très bien. Donc, cagnotte libre, dont participatif comme on veut, pour pouvoir aider justement cette belle initiative. En tout cas, donc c'est rendez-vous samedi, on rappelle l'horaire 18h ou 18h30 18h à 21h30. Voilà, jusqu'à 22h30. 21h30. D'accord. Donc, à l'infini, donc c'est à Montauban, Gosier, pour soutenir votre projet. J'espère que vous aurez beaucoup de monde et que vous pourrez revenir pour nous parler de votre rencontre avec l'ONU, qu'est-ce que ça vous a apporté et surtout, qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice par la suite. Ok. Merci. Merci beaucoup. On va conclure donc l'émission aujourd'hui, revenir sur les différents points d'actualité dont on a parlé. Il était question de la conférence du préfet concernant les coupures d'eau. On a aussi parlé de la Renaissance, qui fait sa renaissance, cinéma historique qui est en plein travaux. Il était aussi question du lancement des premiers espaces tests agricoles, donc sur Vieux Habitants. On a évoqué la régate Zion avec l'appel aux dons, ainsi que la visite donc, du conseil départemental à Marie-Galante pour un village Lacou-Papillon. Au niveau des invités, on a reçu Anaïs Top, directrice adjointe promotion développement touristique à Cap Excellence. Elle nous a parlé de cette rencontre qui aura lieu mardi 25 février, donc sur la collecte de la taxe séjour intercommunale, une façon de promouvoir le tourisme urbain et culturel de Cap Excellence. Avec Satiam Sinan, on a justement parlé du département en action sur Marie-Galante. Donc ça, c'était par téléphone avec monsieur Nestor Bajot et Éric Chenoux. Il était question de l'avenir de la protection sociale et de l'économie sociale et solidaire et de la mutualité française. On vient de terminer donc avec William Anglo et Salomé Beaujean pour ce concert qui aura lieu samedi 22 à l'Infini au Gosier. Voilà pour aujourd'hui. Tout ce qu'on a pu traiter. À la technique, c'était Yann. Et je vous souhaite un bon appétit. On se revoit demain dans le ZCL.